C'est une nouvelle messe de l'information qui commence sur Télémusique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La peine de mort abolie au Ghana, c'est le sens de 2 textes de loi adoptés par le Parlement. Les organisations de défense des droits de l'homme applaudissent. Ils ont séjourné à un moment donné ici au palais des gouverneurs à Porto Novo dans le rôle de députés. Les anciens parlementaires aujourd'hui en association chérissent ce passé et s'occupent de quoi? Nous sommes allés à leur rencontre. Lorsque le prix de l'essence de contrebande aux abords des voies flambe, les payophiles se ruent vers les stations formelles. Une relation forcée que Gilles Christidi est allé interroger. Ce sera l'élément magazine de ce journal. Merci de préférer Télé-Hémicycle pour vous informer. Bonjour encore à toutes et à tous et bienvenue. Le Parlement ghanéen a voté l'interdiction de la peine de mort pour presque tous les crimes. 2 textes de loi ont été votés dans ce sens le 25 juillet dernier. Une organisation nouvelle bien accueillie par les organismes de défense des droits de l'homme dans le monde. Les précisions avec Estelle Dokbonou. Plus question d'être condamné à mort au Ghana, à une exception près. Presque tous les crimes qualifiés d'ordinaires sont concernés par cette législation majeure enregistrée dans ce pays. C'est dans la soirée du mardi 25 juillet 2023 que les parlementaires ghanéens ont procédé à ce vote qui fait entrer le pays dans le rang des nations ayant aboli la peine capitale, même si cette abolition n'est pas encore entière au Ghana. La peine de mort est trop définitive et en tant que pays qui respecte les droits de l'homme, nous ne pouvons pas continuer à l'inscrire dans nos lois, a déclaré Francis Xavier Sossu, un député de l'opposition et auteur de la proposition de cette réforme. Pour lui, c'est un acte de grande fierté pour son pays. La suppression de la peine de mort concerne uniquement les crimes dits ordinaires. Une sentence qui n'a toutefois pas été exécutée depuis une trentaine d'années, bien que plus de 150 personnes se trouvaient dans le couloir de la mort en 2022, selon le service pénitentiaire du Ghana. Les dispositions des 2 lois votées par les députés prévoient la conversion des peines capitales en réclusion à perpétuité. Mais elles doivent encore être entérinées par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. La peine de mort reste toutefois applicable dans le pays suite à des faits de haute trahison conformément à la constitution du pays. Un principe encore en vigueur dont la suppression nécessite une relecture de la loi fondamentale ghanéenne. Le Nigeria préfère le dialogue pour sortir le Niger de la situation qui prévaut depuis que Mohamed Bazoum a été évincé du pouvoir. C'est du moins ce que recommande le Sénat, saisi pour donner son aval à l'implication des forces armées du pays dans l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO. La Chambre haute reste diplomatique. C'est conformément à la constitution nigériane que le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, avait saisi les sénateurs pour leur demander d'approuver les résolutions de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a clairement décidé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour un retour à l'ordre constitutionnel à Niamey, y compris l'usage de la force. Une position qui n'est pas vraiment du goût de la Chambre haute du Parlement nigérien. Le Sénat appelle le président de la République fédérale du Nigeria en tant que président en exercice de la CEDEAO à encourager davantage les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer les options politiques et diplomatiques et autres moyens en vue de résoudre l'impasse politique en République du Niger. Une position qui vient nuancer considérablement la position des chefs d'État et de gouvernement. Ces derniers qui avaient donné un ultimatum à la junte militaire nigérienne pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions.
Un ultimatum qui a expiré ce dimanche 6 août et tous les regards sont désormais fixés sur la CEDEAO. Les sénateurs nigériens affirment quand même leur solidarité avec l'organisation sous-régionale. Le Sénat promet son soutien total aux dirigeants de la CEDEAO dans la résolution de la situation politique au Niger. La direction du Sénat est mandatée pour conseiller davantage le président et commandant en chef au nom du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la meilleure façon de résoudre le problème compte tenu des relations cordiales qui existent jusqu'à présent entre le Niger et le Nigeria. Pendant que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est très attendue sur ses prochains actes vis-à-vis de la junte au pouvoir à Niamey, celle-ci multiplie ses mises en garde et promet une riposte immédiate à toute attaque. Les frontières aériennes sont fermées et les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de la CEDEAO projettent de se réunir le jeudi 10 août en sommet extraordinaire. Commissaire du peuple, député ou conseiller du Haut Conseil de la République, les législateurs ont changé de nom selon les époques. Mais que deviennent-ils? Nos élus, une fois les législatures auxquelles ils participent finissent, comment participent-ils à l'animation de la vie sociopolitique de leur pays? Latif Ouboni et Philippe Agdeni ont rencontré les membres de l'ASNAP Bénin, entendez, Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. Suivez un extrait de leur production ASNAP Bénin, la vie après l'hémicycle. Début des années 2000, le général Mathieu Kérékou est réélu pour son deuxième et dernier mandat. La consolidation des structures démocratiques engagées au Bénin depuis 1990 se poursuit. Au Parlement, la troisième mandature, dirigée par Maître Adrien Ngweji, tire à sa fin. La situation des anciens députés commence par interroger. Ils sont nombreux et parfois désignés de différentes manières selon les circonstances et les formes de gouvernement sous lesquelles ils ont servi la République. Tous ont un destin commun. Après les services rendus à la nation, les législateurs sont rangés dans l'oubli. Pour corriger le tir, l'Association des anciens parlementaires va naître en cette année 2002. Après les législatures, chaque ancien député se retrouvait dans son coin, seul, perdu. Cette association, donc, a été créée le 26 octobre 2002. Et d'ailleurs, à l'instar des associations d'anciens parlementaires qui existaient déjà dans d'autres pays africains. Donc, l'Association nationale des anciens parlementaires regroupe tous les anciens parlementaires de ce pays. L'association naît pour souder les anciens législateurs et instaurer en leur sein une ambiance pour une retraite épanouie a fait son petit bonhomme de chemin. Les différents dirigeants de la structure lui ont donné une envergure, mais aussi une organisation interne, avec un agenda plein d'initiatives. C'est donc un cadre de concertation, de solidarité et d'entraide. Nous avons aussi remarqué que les députés, quand ils quittent l'Assemblée nationale, ils vivent dans des conditions très précaires. Notre association est donc chargée de les regrouper pour discuter de ces problèmes-là et voir comment trouver des solutions à cette vie précaire, cette vie même un peu de misère. Les anciens parlementaires, un vivier d'expérience utile pour l'Assemblée nationale mais aussi pour tout le pays. Expérience que leur association entend mettre à la portée des mandatures actuelles. La SNAP veut se positionner comme un pont entre les législateurs passés et ceux en exercice. Nous avons aussi comme objectif d'être en collaboration avec les députés en fonction. Et même, nous nous proposons d'être un cercle de réflexion pour eux, pour ce qui concerne les problèmes de l'Assemblée nationale. Nous, actuellement, nous avons eu à bénéficier donc d'un protocole d'accord avec l'Assemblée nationale qui fait que, on participerait à la vie du Parlement
la vie parlementaire, même à la vie nationale, à travers le Parlement. L'Association des anciens parlementaires a 20 ans. À cet âge où les membres du Creuset célèbrent ces noces de porcelaine, les perspectives sont grandes. Les dirigeants actuels en sont conscients et n'entendent pas se laisser intimider par l'immensité des attentes. Nous avions pensé organiser des rencontres au niveau national pour valoriser le militantisme féminin, donc au niveau politique, social et culturel, parce que nous avons eu de vaillantes femmes béninoises qui ont travaillé dans ces domaines-là et qui méritent d'être mises en valeur pour servir d'exemple à la génération montante. L'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin a réussi à sortir les anciens députés et commissaires du peuple de l'oubli. Le dynamisme de ces différents dirigeants a également permis de répertorier les anciens législateurs. Tous ont été mobilisés pour faire du Creuset le trait d'union entre les acteurs passés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Voilà les nouvelles parlementaires peintes par la rédaction de Télé Hémicycle. Qu'en est-il de l'actualité en général dans les journaux parus ce jour? Gilles Christidi nous accueille pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons avec le matinal qui nous informe ce jour que les mesures sociales annoncées par le gouvernement au profit des personnes handicapées au Bénin entrent progressivement en vigueur. Le journal propose donc l'intégralité de 2 nouveaux arrêtés pris par la ministre des Affaires sociales. Il s'agit de l'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat de la Commission interministérielle de mise en œuvre d'inclusion des personnes handicapées et celui portant pièce constitutive du dossier de demande de la carte d'égalité des chances. Des arrêtés signés de la main de Véronique Tony-Fodé qui date du 4 août dernier, selon les informations de mon confrère. Pendant ce temps, les marchandises en route pour le Niger depuis Cotonou sont bloquées depuis quelques jours. Nord-Sud Quotidien nous conduit sur les routes Bénin-Niger et rapporte que les transporteurs qui assurent le mouvement crucial des biens et des marchandises entre les 2 nations voisines se retrouvent désormais en première ligne des conséquences économiques des mesures prises par l'organisation sous-régionale. De façon concrète, continue le journal, sur chaque camion transportant potentiellement 1 ou 2 conteneurs, les pertes financières s'accumulent rapidement, entraînant ainsi les acteurs de l'industrie en proie aux difficultés économiques. Le matinal confirme l'information et rapporte que les frontières sont fermées entre le Bénin et le Niger, avec 600 camions bloqués au nord. Un chiffre revu en hausse par les 4 vérités qui informe que suite aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Niger, près de 1000 camions sont bloqués au nord. Le journal fait le constat selon lequel le port de Cotonou se vide entre guillemets et en déduit donc que la République du Bénin perd un lourd tribut. Mon confrère de se demander donc ce que feront les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja demain jeudi. Vont-ils continuer à maintenir le ton très haut et exiger le rétablissement du président Mohamed Bazoum au pouvoir? À cette question, le journal Bénin Intelligent donne une réponse assez nette. Très improbable, pense-t-il, en proposant plutôt aux chefs d'État et de gouvernement d'accompagner une transition douce à Niamey. En quête de crédibilité et de légitimité, après avoir été défié par des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, pense mon confrère, la CEDEAO entend engranger de bons points en sauvant Mohamed Bazoum. Mais son intransigeance face aux nouvelles autorités militaires nigériennes ne pourrait prospérer, conclut le journal. En attendant de découvrir les grandes décisions prises par les dirigeants de la CEDEAO, moi je conclus la revue de presse de ce jour en vous disant à demain. Vous le
le savez certainement, le vivez-vous au quotidien, le prix de l'essence de contrebande a connu une hausse depuis quelques semaines un peu partout au Bénin, que ce soit aux abords de voies ou à l'intérieur des quartiers. Les vendeurs cèdent ce carburant à un prix variant entre, disons, 600 et 750. Une situation qui a créé une ruée massive des conducteurs de moto vers les stations-service. Ceux-là même qui ne fréquentaient jamais pour la plupart ces lieux en sont désormais amoureux. C'est ce que nous allons voir dans ce magazine avec Gilles Christidi et Ben Kevin Achaoui. Que des véhicules roulants de ce genre viennent s'approvisionner en carburant dans les stations-service, cela relève de l'ordre normal des choses. Par contre, lorsque des engins à 2 roues se mettent en file indienne dans les stations comme cela, ça sort de l'ordinaire sous nos cieux. Non, pour moi, ce n'était pas une habitude. Mais suite à la hausse du prix de l'essence au bord de la voie, j'ai décidé de commencer par venir à la station. Je ne m'approvisionnais pas à la station, mais plutôt au bord des voies. Mais avec les difficultés liées à la cherté là-bas, nous sommes obligés de nous rabattre sur les stations. Obligés de se ruer massivement sur les stations-service, ces conducteurs de moto donnent plus de fil à retordre aux agents de ces lieux. Il n'y avait pas la queue ici. Mais quand il y a hausse du prix au bord de la voie, ça a changé notre prévision de chaque jour. Vous avez compris? Avant, on faisait sortir 3000 litres d'essence par jour. Mais depuis qu'il y a hausse du prix au bord de la voie, on fait sortir 7000, des fois 10 000 par jour. À vrai dire, depuis que l'essence frelatée a pris du prix, nous avons plus de travail ici que d'habitude en fait. Vous voyez. Ce qui fait que le truc nous donne un peu de travail, c'est les hommes qui ont l'habitude de prendre essence 500, 1000 francs, ça nous perd beaucoup plus du temps. Dans ce contexte, s'approvisionner en carburant dans les stations-service s'avère parfois un défi. Le liquide convoité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce n'est pas facile de trouver du carburant dans les stations. À peine tu arrives, on te fait signe qu'il n'y en a pas. Ces derniers temps-là, si vous passez aussi, vous avez constaté qu'on écrit rupture d'essence. Parce que dans une semaine, c'est qu'on fait sortir dans une semaine, on fait sortir ça en 2 jours. Une situation qui engendre parfois des discriminations selon ce client. Si on vient et nous dit qu'il n'y a pas de carburant et on sélectionne les gens qui viennent parfois à la station là, on sélectionne pour servir. Moi-même aussi je suis dedans. Parfois si je viens ici, on me sert parfois. Mais les émignamans, si les émignamans viennent, ils disent non, c'est fini. Et ça là, ce n'est pas du tout bon. Une pratique que nie catégoriquement les acteurs mis sur le banc des accusés. On ne priorise personne. On ne donne pas la priorité à personne. Tout le monde qui passe, qui vient, s'il y a de carburant, on le sait. Quand on n'a pas de carburant, on ne le sait pas. Non. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il a menti. Du mensonge et peut-être aussi de l'incompréhension. Il arrive des fois où ce que nous avons comme stock, on finit. Et ça reste une quantité qu'on appelle stock de sécurité, c'est-à-dire 200 litres ou bien 300 litres. Et cela, on réserve à ceux-là qui sont ceux-là qui ont la carte au risque ou bien les forces de l'ordre et autres. Tout compte fait, certains conducteurs de moto semblent avoir désormais pris goût au carburant vendu dans les stations-service. Fini avec l'essence de contrebande, ils le jurent. Moi, je vais venir à la station parce que la station avec Payola, ce n'est pas la même. Même le bougie, ça peut faire au moins 2 ans, 3 ans, sans dire pas. Même s'il arrivait que le prix de l'essence au bord de la voie diminuait considérablement, moi je vais continuer de venir à la station. Malgré cette volonté clamée, les usagers sont souvent confrontés à l'inexistence de stations-service à proximité. Si les efforts fournis par les gouvernants sont perceptibles par eux, ils en demandent encore. Ici, je suis souvent bien satisfait, sauf que les stations ne sont pas disponibles dans les zones rurales, là où moi je vis là-bas à Vrancou. Donc, ce que moi je voudrais, c'est que
l'on installe plus de stations afin que je n'ai pas à me déplacer jusqu'à Porto avant de me réapprovisionner. Si les stations-service continuent de pousser progressivement dans les localités béninoises telles des champignons, leur défi quotidien est de disposer de carburant à servir à tout client et à tout moment, en espérant que ce grand amour qui flotte actuellement entre les conducteurs de moto et ces stations demeure pour le meilleur et pour le pire. C'est le Christidi qui a manqué de nous dire s'il est consommateur de Kpayo ou pas. Mesdames, Messieurs, si vous avez consommé cette édition, ce ne sera pas de produit de contrebande, c'est certifié Télé Hémicycle. C'est déjà la fin. Merci de nous avoir suivis.